Bonjour Rafir, bonjour à tous. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire au Maroc ou pas. La décision sera prise lors du conseil de gouvernement qui se réunit en ce moment sous la présidence du chef du gouvernement Saad Eddine Othmani. Rappelons que cette mesure permet à l'autorité gouvernementale en charge de l'intérieur et de la santé de prendre toutes les dispositions nécessaires en rapport à l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays pour faire face à Covid-19. Les contaminations de la grippe saisonnière augmentent pendant la saison hivernale et il est recommandé de se faire vacciner contre les grippes saisonnières. Pour faire face à la crise sanitaire et en raison de la propagation du coronavirus, le ministère de la Santé adopte le vaccin contre le virus grippal saisonnier dans le cadre de sa stratégie de vaccination contre la grippe saisonnière 2020-2021. Ce vaccin, il a été intégré dans les médicaments remboursables par l'Agence nationale de l'assurance maladie. Et toujours dans le volet santé, malgré les restrictions mises en place par les autorités, le Royaume a enregistré hier un nouveau pic de cas de contamination, 5745 nouveaux cas, dont 886 en réanimation. Malheureusement, 82 personnes ont succombé à la maladie. Le port du masque et le respect des gestes barrières sont les meilleurs moyens de protection. Et en Europe, le confinement général de l'Angleterre entre en vigueur aujourd'hui. Les cafés, pubs, restaurants et tous les commerces non essentiels seront à nouveau contraints de fermer leurs portes jusqu'au 2 décembre. Les habitants de l'Angleterre sont appelés à télétravailler s'ils le peuvent et ne quitter leur domicile que pour des raisons précises. La décision a été approuvée hier à la majorité par le Parlement britannique. 516 députés se sont prononcés en faveur du second confinement et 38 ont voté contre. Ces nouvelles mesures qui devraient mettre à l'arrêt l'économie britannique déjà frappée de plein fouet par les retombées de la crise sanitaire. Et face à la hausse des contaminations dans le vieux continent, la Chine a décidé il y a quelques instants de bloquer les arrivées des voyageurs étrangers en provenance du Royaume-Uni, de Belgique et des Philippines. Le fait marquant de la semaine, les élections présidentielles aux États-Unis. L'ambiance est tendue dans les rues, un pays littéralement scindé en deux. Des manifestations se sont tenues dans plusieurs villes. Les partisans de Joe Biden et Donald Trump se sont face parfois violemment. Rien ne laisse présager un apaisement. Les deux candidats à la Maison-Blanche étant au coude à coude dans la course à la Maison-Blanche. Nespen Zamachi. Oui, Maria Matalka, les protestataires parlent de manifestations pacifiques tandis que les pouvoirs publics évoquent des situations d'émeutes. Dans l'état de l'Oregon, policiers et membres de la garde nationale ont pourchassé des centaines de manifestants gauchistes radicaux hier soir dans la ville de Portland. La gouverneure de cet état a prolongé l'état d'urgence instauré pour la nuit de l'élection présidentielle. Pour la police, la situation de violence généralisée correspond légalement à une émeute après l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir lancé un cocktail Molotov. L'ambiance est très tendue à travers le pays, scindé en deux, vous le disiez Myriama, entre les supporters de Joe Biden qui demandent que chaque vote soit comptabilisé et les partisans de Donald Trump qui sortent armes au poing, dont des fusils. Des milliers de partisans de Biden ont défilé hier soir à New York pour demander que tous les bulletins de vote soient comptés. Les supporters de Trump manifestaient à Détroit, dans le Michigan, et à Phoenix, en Arizona, pour exiger au contraire l'arrêt du dépouillement, notamment dans ce dernier État, un État clé remporté par son rival. Et en tout cas, le candidat démocrate se rapproche encore un peu plus de la Maison-Blanche. En reprenant le Wisconsin, le Michigan et l'Arizona à Trump, Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. S'il remporte le Nevada, la Géorgie ou la Pennsylvanie, il atteindrait le nombre de 270 pour devenir ainsi le 46e président des États-Unis. Donald Trump, de son côté, s'est lancé dans une véritable guérilla judiciaire. Son équipe de campagne a annoncé une première offensive dans le Wisconsin en demandant un recomptage des suffrages et en demandant aussi à un juge local de réexaminer les bulletins déjà comptés. Équipe qui a aussi déposé un recours pour obtenir la suspension du dépouillement dans l'état clé de Pennsylvanie, à l'issue toujours incertaine. Les bulletins envoyés par courrier sont traités très lentement par les autorités. Plusieurs États ont été débordés par le déluge de bulletins envoyés par correspondance, encouragés en raison de la crise sanitaire. Ouvrir les enveloppes puis scanner ces bulletins va prendre plusieurs jours dans certaines villes. Il n'y a qu'une certitude à ce stade, la vague démocrate bleue n'a pas eu lieu. Et oui, les deux candidats sont vraiment au coude à coude et jamais autant d'Américains n'avaient participé à l'élection présidentielle. 160 millions d'électeurs ont voté, soit une participation estimée à près de 67% contre 59 en 2016. Et pour la première fois depuis l'année 2000, les Américains ne connaissent pas le nom de leur prochain président au lendemain du scrutin. En tout cas, quoi qu'il arrive, le prochain président devra composer avec le Congrès et comme cela a été attendu, les démocrates ont gardé le contrôle de la Chambre des représentants, mais les chances d'un basculement
basculement du Sénat du côté démocrate s'amenuise après la réélection de plusieurs républicains. Et plusieurs d'entre nous, Naza, se posent la question pourquoi les résultats des présidentielles américaines prennent beaucoup de temps pour révéler le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Pourquoi les Américains ne votent pas directement en faveur du président? La réponse avec Ilyas Akram, universitaire à l'école de service international de l'Université américaine de Washington. Notre système est un système qui n'est pas unitaire, donc c'est un système qui est basé sur l'équilibre et les contrepoids. Équilibre, contrepoids entre quoi? Entre le règne du peuple et le règne des États fédérés, puisque nous sommes une union des États-Unis. Et le président n'est pas le président du peuple, il est constitutionnellement le président de l'Union des États. Ce que les pères fondateurs des États-Unis ont envisagé, en fait, est extraordinaire. C'est une union qui n'est pas unitaire. Donc, nous n'avons jamais eu aux États-Unis un gouvernement national central. Donc, nous n'avons jamais eu d'un système centralisé. Donc, dès le début, ils ont conçu une union qui est gouvernée par les États fédérés tous les 2 ans à travers un congrès des États-Unis. C'est tout ça qu'on appelle le congrès des États-Unis et non pas le congrès du peuple. À travers un congrès tous les 2 ans et à travers assisté par un président tous les 4 ans. Ilyas Akram était notre invité de votre rendez-vous quotidien. Fait entrer l'invité sur Radio 2M. L'actualité d'aujourd'hui est également marquée par l'appel de plusieurs pays et de l'Union européenne aux autorités israéliennes de cesser les démolitions des installations palestiniennes en Cisjordanie occupée. Le porte-parole de l'Union a affirmé qu'il y a actuellement 52 écoles palestiniennes menacées de démolition. Il a précisé que l'Union appelle à la protection des enfants, notamment en garantissant leur droit à l'éducation dans un environnement scolaire sûr et sécurisé. Rappelons que cette semaine, les forces israéliennes ont démoli plus de 70 structures, y compris des bâtiments résidentiels et des installations sociales et sanitaires. Retour au continent africain avec ce drame survenu au Cameroun après la fusillade qui a coûté la vie à 8 élèves dans la ville de Koumba il y a 10 jours. 4 autres attaques ont eu lieu ces 2 derniers jours. Une vidéo terrible circule depuis hier sur les réseaux sociaux. Nous avons joint par téléphone une journaliste au Cameroun et les membres du réseau panafricain Christelle Ngale. C'était donc hier matin aux environs de 10 heures dans la localité de Limbé, c'est dans le sud-ouest du Cameroun, où des personnes non identifiées sont entrées dans une salle de classe dans un collège. Et ensuite, ils ont rassemblé tous les effets scolaires, les craies, les images sont vraiment horribles. Ils ont rassemblé tous les effets scolaires, ils ont brûlé et ils ont fait sortir les élèves nus. Et pendant que les élèves nus sortaient, ils tiraient en l'air. C'était vraiment la fureur. Et ceci vient à la suite de l'attaque qui a été faite la semaine dernière, c'était le 24 octobre, dans la ville de Koumba. C'est toujours au sud-ouest du Cameroun, où environ 7 élèves ont été tués dans une salle de classe de la Moda Francisca School, une école primaire. Ils étaient là un samedi matin en train de suivre les cours et ces individus toujours non identifiés, cagoulés, sont entrés dans les salles de classe. Ils ont tiré à bout portant sur des enfants, des petits-enfants. Au Cameroun, nous subissons ce qu'on appelle la crise anglophone. Il y a une partie du pays qui revendique l'indépendance. Ils disent qu'il faut diviser le pays en 2 parties, la Bazonie et le Cameroun. Donc, c'est toujours ces personnes-là qui continuent jusqu'ici à s'aimer de la terreur en milieu scolaire. Ça avait commencé en 2016 avec la grève des enseignants, justement, anglophones qui revendiquaient l'égalité des droits. Christelle Gallo était au micro de Radio 2M. Et avant de clore ce rendez-vous de l'actualité, place à la culture avec la nouvelle programmation du Centre cinématographique marocain du 9 au 19 novembre 2020. Le CCM programme des courts-métrages relatant le vécu de 6 cinéastes marocains pendant le confinement. Tala Hadid, Mohamed Mouftakir, Fawzi Ben Saïd, Hakim Belabbas, Adil Fadili, Yassine Marco Maroku racontent leur vécu et s'expriment chacun à sa manière. Ces œuvres seront disponibles et ils seront disponibles toutes les 48 heures sur le site du Centre cinématographique marocain à partir du 9 novembre. Il est midi 40 minutes, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, découvrons ensemble les couleurs de ciel. Aujourd'hui, temps passagèrement nuageux sur le reste de la moitié nord avec risque de rares pluies éparses, fortes rafales de vent sur l'oriental, l'Atlas et le sud-est, le vent assez fort par endroits sur les côtes atlantiques au nord d'Agadir. Côté Mercure, les maximales atteindront 24 degrés à Oujda, 22 à Al-Hoceima, 22 à Tanger, 20 à Rabat et à Casablanca, 22 à Marrakech, 23 à Fès, 20 degrés à Ouarzazate, 22 à Agadir, 19 à Essaouira, 26 degrés à Laayoune et enfin 25 degrés à Dakhla.